Bonjour à toutes et à tous. Bon, l'acoustique est à peu près bonne. Merci beaucoup d'être ici. Merci d'avoir enchaîné sans transition la keynote de Monsieur Saadé et notre masterclass. On est ravis de vous accueillir je remercie la French Tech, l'équipe de la French Tech de nous accueillir et de nous donner l'occasion de traiter d'un thème qui est cher à la French Tech, mais qui est aussi cher à notre territoire et à vous aussi, j'imagine, puisque vous êtes là nombreux pour nous entendre, qui est la question du genre et la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, spécifiquement dans l'entrepreneuriat et dans l'innovation. Je disais que c'est un thème qui nous est cher, qui est important sur notre territoire. C'est un thème qu'on a inclus de manière forte dans la feuille de route qu'on a écrite avec les acteurs de l'écosystème d'innovation sur ce territoire. C'est une démarche qui a été portée par notre élu Arnaud Mercier, qui doit pas être très loin, qui est présent évidemment en tant que partenaire de ce grand bain. Et donc, voilà, Arnaud Mercier a souhaité embarquer les acteurs de l'écosystème d'innovation de la métropole Aix-Marseille-Provence dans une démarche d'écriture d'un plan d'action. Il y avait un des axes très forts de cette feuille de route qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour marquer l'ADN de notre territoire et l'ADN de notre écosystème d'innovation. Et évidemment, cette question du genre dans l'innovation fait partie de cet ADN de notre territoire, et c'est pour ça qu'on a envie d'en parler. Dans cette feuille de route et dans cet ADN, on parle aussi des relations et de l'ouverture de notre territoire sur le continent africain. C'est aussi un sujet important de ce grand bain et important sur notre territoire, avec un événement phare qui est Emerging Valley qui aura lieu cette fin d'année, et puis tout un écosystème très, très actif sur ce sujet-là. Et puis le troisième thème qui est dans l'ADN de notre territoire, c'est la question de l'impact. Et là aussi, on se réjouit que ce soit un thème très important pour la French Tech, qu'on partage avec la French Tech et globalement avec l'ensemble de cet écosystème d'innovation. Cet ADN, il a été aussi au cœur de la candidature de la métropole au prix Capital, et vous savez sans doute qu'on est assez fiers d'avoir remporté ce prix en décembre dernier. Ça va faire déjà un an. Voilà, donc c'est des sujets qui sont éminemment importants sur notre territoire, sur lesquels on a travaillé avec Mireille Chemry depuis maintenant 2 ans. Bah ouais, ça fait 2 ans qu'on y travaille avec Mireille, et on a la chance d'avoir une Mireille Chemry directement rattachée au directeur général des services pour représenter la question de l'égalité du genre au sein de la métropole. C'est dire si la question est importante. Et je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'elle puisse en dire plus sur le sujet avant que Maxime puisse nous donner tout ce qu'il faut savoir sur cette question éminemment importante. Merci beaucoup et bonne masterclass à vous. Merci Delphine et bonjour à tous. Donc je vais être assez rapide parce qu'on veut garder du temps pour cette masterclass et faire la démonstration que le genre est un levier, en tout cas pour nous, de politique publique, de transformation de la politique publique, mais également, je pense, dans le domaine de l'économie. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à la métropole à être ici invité avec la direction d'innovation et par la French Tech? Eh bien, c'est à partir d'un projet et d'une construction d'un travail que je vais vous présenter rapidement. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire des actions qui sont des coûts. L'idée, c'est de ne pas rester en ping-washing, mais de structurer vraiment un travail qui peut durer et qui peut agir en profondeur. Alors, pour travailler, les institutions publiques, elles ont un support juridique. On a des obligations. Donc, les premières obligations, c'est l'égalité professionnelle au travail, que tout le monde identifie très bien. Dès qu'on parle inégalité, les gens savent qu'il y a des problèmes de rémunération. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que nous avons également des obligations dans les politiques publiques que nous développons.
Les politiques publiques de la métropole, c'est notamment le développement économique, c'est ce qui fait qu'on est là, et on verra pour quel projet. C'est l'aménagement urbain, c'est le déplacement, les transports, les forêts, l'agriculture, voilà. Donc, nous devons développer dans chacun de ces projets des actions, et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une culture de l'égalité qui est légitimée au sein de l'institution publique, comme dans les entreprises privées, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit porté, il faut qu'il y ait une commande derrière, et il faut qu'on puisse sensibiliser nos publics internes, que sont les salariés, on appelle ça des agents, on est 8500 à la métropole, et il faut également sensibiliser tous les publics qui sont les bénéficiaires de nos politiques publiques. Donc nous avons des actions sur l'ensemble de ces 3 domaines. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait depuis que la mission existe, elle existe depuis 4 ans. On a lancé les arrêts à la demande, c'est-à-dire les arrêts à la demande dans les bus de nuit qui roulent sur la métropole. Les femmes peuvent demander au chauffeur de les descendre à un endroit qui est entre 2 stations. Alors, ce n'est pas que les femmes, hein, c'est les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc, quand je dis que c'est un levier de transformation de l'action publique, s'intéresser au public des femmes, ça met en jeu d'autres besoins que ceux qui sont stéréotypés. On va avancer sur ces notions. Donc, on a également fait une campagne sur le harcèlement dans les transports et une dernière petite image, un vélo. On a intégré dans le plan vélo les usages des femmes du vélo, c'est-à-dire il faut des vélos cargo pour pouvoir transporter, se déplacer pour autrui. Il n'y a pas que les femmes, c'est vrai. On va nous dire oui, il y a des hommes aussi. Oui, mais majoritairement, le déplacement pour autrui, c'est les femmes. Autre exemple, pardon, une maison des femmes, on s'intéresse aussi à la violence. Hein, la violence est un symptôme de tout ce qu'on sait déjà. Donc on a été à l'initiative de la création de la maison des femmes. Donc c'est un réseau national maintenant qui a commencé en Seine-Saint-Denis par le docteur Ada Hatem. Le professeur Florence Bretel, que vous voyez à droite sur la photo, est maintenant la chef de la Maison des femmes de Marseille, et elle existe depuis janvier, je crois, 2022. Elle a ouvert dans des locaux provisoires. Nous avons également, sur l'aménagement d'espaces urbains, c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Maxime Forest, qui est enseignant à Sciences Po, nous avons souhaité faire la démonstration que dans nos projets d'aménagement urbain, nous devons considérer les usages des femmes dans l'espace public de façon spécifique et pas uniquement stéréotypée comme on le fait d'habitude. Donc on a, dans cette méthode-là, dans cette approche sur l'aménagement d'espaces urbains, on a en plus utilisé une méthode assez innovante. Et comme l'a dit Delphine, vous voyez en bas, nous avons le logo. On aime bien se promener avec ce logo. On a gagné le challenge de la e-Capitale. Et c'est ce projet qui a été présenté dans notre dossier, bien entendu, plus tout le travail métropolitain sur l'innovation. Mais je dirais, j'ai la prétention de dire que s'il n'y avait pas eu un travail innovant sur la question des femmes, je pense que notre candidature n'aurait même pas été reçue. On va voir après sur les questions dégâts, conditionnalité. Nous avons donc, dernier domaine, sensibilisation de tous les publics. Nous avons lancé depuis 2 ans, à l'occasion du 8 mars, des rencontres cinématographiques qui durent quelques jours, pendant lesquelles on diffuse avec des salles partenaires de toute la métropole. La métropole, c'est 92 communes. On n'a pas 92 salles de cinéma. On a à peu près une dizaine de salles de cinéma qui sont partenaires de l'opération. On diffuse des films, pas forcément des films qui ont le propos de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est ce propos lisible, mais il suffit de voir des images, de s'interroger sur la représentation de ces femmes à l'image. Alors on propose ce genre de projection et à la fin on termine avec l'invité, la réalisatrice, l'actrice, une chercheuse, voilà. Et ça marche assez bien, je dois dire. Alors aujourd'hui, pourquoi on est là ? D'abord, on est content que la French Tech nous invite, parce qu'on s'est intéressé à la place dans l'économie. Après tous les sujets que je vous ai présentés, on s'est dit dans le fond, il faut travailler maintenant sur l'économie. Les collègues de l'innovation étaient parfaitement d'accord, ils étaient même demandeurs. Et ben alors on a commencé à regarder des petits chiffres, donc je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Je voulais juste vous donner un indicateur, Maxime en a plein après. En France, les femmes âgées entre 18 et 65 ans, et 64 ans, sont 3,4% à penser à monter une boîte et à le faire. Au Royaume-Uni, c'est 6%. En Irlande, au Luxembourg, 7%. Pays-Bas, 9%. États-Unis, 11%. Canada, 13%. Ce qui nous fait une moyenne en Europe de 6%. Et Delphine vous a dit que le développement économique regarde un peu vers l'Afrique. On a regardé aussi la question des femmes vers l'Afrique sur ces questions-là. 24%. En Afrique, elles sont 24% en âge de travailler à monter des boîtes.
Je ne rentre pas dans le détail de quelle boîte, de quoi il s'agit, hein, mais voilà un chiffre intéressant. Deuxième chiffre, la part des femmes dans la création des entreprises innovantes, 11%. Chiffre 2018, j'insiste là-dessus, on a beaucoup de mal à trouver des chiffres réguliers et bien suivis dès qu'on a identifié un indicateur. Et la part des femmes dans les fonds levés en 2022, c'est 11%. Alors, on a présenté ces chiffres à l'écosystème. On a fait pour démarrer le sujet, on a présenté ces chiffres, on a fait une rapide enquête état des lieux auprès d'eux, et ils nous ont dit qu'ils étaient 33% à avoir moins de 10% de femmes dans leurs équipes. Et surtout, ce qui a été très intéressant dans cette première étape, c'était leur retour qualitatif. Les chiffres, on s'y attendait, mais ce retour qualitatif, c'est celui-là qui donne le levier. Premier retour qualitatif, un sentiment d'impuissance face à des problématiques systémiques. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est les parents, c'est la société. C'est systémique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que c'est systémique. Deuxième remarque, manque de directives de la part de leurs financeurs et de leurs commanditaires tels que la métropole. Ça y est, la commande elle est passée. Hein. Et troisième remarque, absence d'acculturation de ces structures par manque de ressources humaines et financières. Alors, la deuxième étape, elle est en cours, c'est ce que va vous présenter Maxime. Donc notre idée, c'est quoi? C'est de dire, on va faire la démonstration que les questions d'égalité et du genre sont porteuses d'innovation dans les processus de travail et aussi bien sur les marchés, qu'il est nécessaire d'anticiper en travaillant, si ça n'est que ça la motivation, mais qu'il faut anticiper l'éligibilité au financement de recherche et développement avec l'obligation de la prise en compte du genre, et là j'évoque les fonds européens. Et cette deuxième étape consiste à modéliser avec 5 partenaires dont je vous donne les noms ici et dont la French Tech, un travail expérimental pour construire des actions qui combattent les biais de genre. Voilà, je passe la parole à Maxime. Merci Mireille. Je suis obligé de sortir de la présentation, donc ça va être la pause technique à chaque fois. Et je commence là. Moi, je vais poser quelques... Donc, je me présente, je suis Maxime Forest. Je suis enseignant-chercheur à Sciences Po au sein de l'Office français pour les conjonctures économiques et en même temps du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. J'ai été mandaté effectivement à la suite de 2 interventions réalisées en encadrement d'étudiants de l'école urbaine et du programme Présage, le programme genre de Sciences Po, auprès de la métropole pour aller plus loin en fait et rentrer dans le vif du sujet en accompagnant les structures volontaires et sélectionner en même temps pour leur disponibilité, pour leur disponibilité pour agir, que nous allions accompagner avec la métropole, tant avec la mission égalité qu'avec la direction à l'innovation. Donc moi, je vais poser quelques définitions d'abord, parce qu'on a besoin de définitions pour savoir de quoi on parle et de quoi on parle moins, en fait, aussi. Et après ces définitions, je vous demanderai de chausser vos masques et votre tuba, parce qu'il y aura un grand plongeon dans les chiffres, mais pour immédiatement essayer de les mettre à distance et de leur faire parler d'autres choses que ce dont on parle d'ordinaire. Donc désolé pour la tarte à la crème, mais j'ai besoin de distinguer clairement entre la notion de sexe et la notion de genre. D'abord parce que c'est le titre de cette masterclass. L'innovation a-t-elle un genre et si oui, lequel? C'est nécessaire parce que on confond souvent les deux encore. On se borne régulièrement à compter les femmes et les hommes dans une pièce. Celle-là, par exemple, on n'est pas trop mal là, au niveau ratio, c'est intéressant d'ailleurs. À la tête d'une entreprise innovante, parmi les fondateurs et fondatrices d'une start-up, dans le secteur de l'innovation et des tech d'une manière générale. Et c'est souvent l'objet, d'ailleurs, des débats autour de la parité que de compter les femmes et les hommes dans une pièce. Donc ça nous renvoie finalement à une qualité première qui est le fait d'appartenir ou pas à tel ou tel sexe, c'est-à-dire avec des caractéristiques biologiques, la reproduction, les hormones qui nous poursuivent tout au long de la vie de manière différente, etc. Sauf que ça vous dit vraiment pas grand-chose du pourquoi les femmes et les hommes contribuent dans telle proportion et de telle manière, c'est-à-dire dans quel secteur, à la tech en particulier, à l'innovation en général. Ce qui
nous renseigne là-dessus, c'est bien le genre. C'est-à-dire la construction sociale des catégories du masculin et des féminins, de ce qui ne rentre pas dans ces catégories-là aussi d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de plus fluide qui change dans le temps. Alors là, on voit bien avec MeToo que ça change parfois un peu plus vite que d'habitude, mais si on prend un peu de recul, ce que fait le sociologue que je suis, on voit souvent que ça met quand même du temps à changer et que ça s'inscrit dans le temps long. Donc c'est fluide, le genre, mais pas tant que ça. Et le sexe, c'est fixe, mais on sait bien aussi que la nature est plus variée qu'elle ne s'en donne l'air, ou qu'on veut bien le croire, et donc c'est pas si fixe que ça non plus. Autre définition importante, c'est bien distinguer la parité des politiques d'égalité de femmes-hommes ou de diversité. La parité, c'est quelque chose d'assez obsessionnel quand il s'agit d'accès à la prise de décision. Obsessionnel, non pas parce que c'est un sujet pas important, évidemment que la parité c'est important, c'est une question de justice sociale, c'est aussi une question d'équité, tout simplement, envers les talents des personnes, indépendamment de leur ascription au genre masculin ou féminin, et leur capacité à contribuer à la prise de décision, contribuer aussi à l'innovation, à la croissance économique, etc., etc. Sauf que la parité, c'est juste, ça renvoie juste au dispositif qui vise à assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Et ça ne nous dit pas grand-chose. C'est quelque chose d'extrêmement restreint dans une perspective, dans un horizon plus large d'égalité. Ça ne nous dit rien, par exemple, de l'importance d'intégrer les besoins des femmes et des hommes dans leur diversité, c'est-à-dire aussi à raison de leur âge, de leur origine, de leur catégorie sociale, de leur handicap divers, prendre en compte ces besoins pour créer des innovations qui y répondent, que ce soit des innovations technologiques, digitales, ou d'autres, des innovations sociales, par exemple. Or, ce n'est pas nécessairement à cela qu'on s'attache. Quant à la diversité, c'est d'abord une caractéristique objective de tout groupe humain qui devrait en principe être une valeur positive qu'on s'attacherait à promouvoir à travers des actions spécifiques, des politiques d'inclusion par exemple. Sauf que là aussi, si on s'en tient à compter la présence de tel ou tel groupe dans une assemblée comme la nôtre aujourd'hui, là on est un peu moins bien que pour le ratio femmes-hommes, eh bien on reste aussi à un niveau extrêmement superficiel. Néanmoins, si on revient juste à cette question de la parité, qui revient sempiternellement et qui vous fait venir assez nombreux et nombreux aujourd'hui à cette masterclass, déjà ça nous dit quand même un certain nombre de choses. Ce que ça nous dit, d'abord, c'est qu'on a un constat à peu près unanime, répété comme un mantra ou comme un marronnier de presse, comme on veut, chaque année, dans une saison d'alimentation assez brève qui s'étend entre le début mars et la mi-mars à peu près. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit comme en 2022 ou 2023, là c'est des titres de presse récents, que ce constat c'est celui d'une parité introuvable. Et d'une parité introuvable en particulier pour la tech au sein du secteur plus large de l'innovation ou des innovations, qu'elles soient technologiques ou sociales ou environnementales. Un horizon qui a l'air de nous échapper, en fait, qu'on se fixe à travers des pactes, à travers des chartes, à travers des engagements divers, à travers des mentorats, des coachings, toutes sortes d'actions de sensibilisation, mais qui pour autant a l'air quand même de régulièrement reculer et d'échapper aux acteurs et aux actrices de ce secteur. Donc là, on voit qu'il est formulé sous différents angles, mais en gros, ce qu'on constate, c'est une féminisation qui constitue toujours un enjeu systémique, qui continue de poser problème, et des solutions apportées, comme le pacte parité de la French Tech, qui est évidemment une initiative forte et louable, qui ne livre pas encore tous leurs résultats. Ce qu'on voit au niveau des chiffres, c'est assez clair aussi, et c'est assez, disons, questionnant. D'abord, il y a cette infrareprésentation structurelle des femmes dans l'ensemble des métiers du numérique. Donc là, en allant bien au-delà des fondatrices de start-up, on a une infrareprésentation dont on hérite en particulier des études supérieures et de ségrégation qu'on appelle la ségrégation horizontale. L'autre aspect que nous révèle cette question de parité, c'est que la part des femmes parmi les fondatrices ou cofondatrices de start-up demeure très faible et qu'elle n'évolue pas forcément dans la durée de manière positive.
Preuve en est, on a eu un gain sensible qu'on voit sur ce graphique qui vient du rapport de Boston Consulting Group et de Sista, qui a été consécutive aux différents engagements qui ont été pris, en gros, depuis 2018, dans votre secteur, pour faire avancer la parité. Le pacte au sein de la French Tech, la charte de Sesta aussi. Ces engagements, ils ont eu le mérite de poser le problème de manière un peu plus claire, d'en faire un horizon collectif. Il y a eu des actions volontaristes qui ont été prises, ça a abouti à quelques gains, et ces gains ont été immédiatement, ou presque immédiatement, intégralement effacés par, tout simplement par le resserrement des cordons de la bourse, des cordons du financement. Le resserrement de l'accès au crédit ces 18 derniers mois, qui est avancé comme explication pour expliquer qu'on soit repassé à des chiffres qui sont en gros ceux d'il y a 5 ans, c'est-à-dire avant l'adoption de ces initiatives. Ça, c'est pas nouveau et ça s'applique pas qu'à la tech. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de simple volontarisme basée essentiellement sur des engagements collectifs, volontaires, qu'on s'assigne à soi-même, on prend souvent le risque de reculer autant qu'on avance. Il y a quelque chose, moi, qui me pose d'une manière générale problème, quand on travaillant sur le genre dans l'innovation de manière assez large, c'est que la parité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt du genre. En se bornant à compter femmes et hommes comme ça dans différents secteurs, on s'interdit de comprendre les dynamiques qu'il y a derrière. Donc c'est ces dynamiques-là qui sont intéressantes à aborder. Alors ne vous abîmez pas les yeux sur ce graphique parfaitement illisible, c'est justement parce qu'il est illisible qu'il est intéressant. C'est justement, ça c'est juste pour dire qu'on hérite quand même quelque chose de l'enseignement supérieur, de la socialisation. Ça, c'est pour nous défausser un petit peu. C'est ce qu'on fait souvent. Ah oui, mais l'éducation, qu'est-ce que vous voulez, madame, c'est comme ça. Les filles ne vont pas vers les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Elles s'orientent vers les sciences sociales et humaines. Du coup, on n'a pas de vivier. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc, effectivement, il y a la question du vivier. Ce qu'on voit sur un graphique comme ça, néanmoins, je vous le raconte à défaut que vous le voyez, c'est que, en fait, la division inégale des femmes et des hommes par différents secteurs d'études et plus tard de recherche et d'innovation, elle varie d'un pays à l'autre. Donc ça nous dit deux choses. Un, il y a une donnée générale, c'est que les femmes et les hommes ne sont pas concentrés dans les mêmes secteurs, ni d'études, ni plus tard professionnels, notamment dans le secteur de l'innovation et du développement. Et deux, que cette division, elle n'est pas la même d'un pays à l'autre. Ce qui veut bien dire que c'est social et culturel et que ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui a été construit dans l'histoire en fonction de l'histoire des pays. Là-dessus, je ne m'attarde pas, mais je pourrais beaucoup m'attarder. On reproduit exactement le même schéma dans la tech. Et là, cette fois, en se portant vers finalement la répartition des startups créées en 2022, donc avec les derniers chiffres disponibles, là encore, baromètre BCG Sista, qui nous dit que, là aussi, le peu de femmes parmi les créatrices fondatrices et cofondatrices de start-up se concentrent, comme dans tout le reste des secteurs d'activité finalement sociale, dans un petit nombre de domaines. Ce que vous voyez, la mode et le bien-être, le sport et le gaming, ce qui est intéressant, avec plus dans le sport que dans le gaming d'ailleurs, le lifestyle et dans une moindre mesure tout ce qui est médias et marketing. Donc là aussi, on voit que non seulement les femmes sont moins nombreuses, mais chose presque plus intéressante, c'est qu'elles ne sont pas réparties de la même manière selon les secteurs. Si on fait un pas de côté et qu'on parle juste des startups à impact, là aussi on constate deux choses. Première chose que vous savez, c'est que dont vous pouvez avoir l'intuition, c'est que les startups à impact sont plus féminisées que les startups en général, parce qu'il y a cette notion derrière d'impact environnemental et social, qui renvoie certaines valeurs, notamment la valeur du soin à autrui, le care en anglais, qu'on associe traditionnellement davantage au genre féminin historiquement. Ce qui explique cette plus forte proportion, 27%, pas mal, mieux, pas génial, mais quand même mieux que ce qu'on observe pour l'ensemble des startups. Mais là aussi, ségrégation horizontale. Les femmes ne sont pas réparties du tout de manière équilibrée dans les différents secteurs des startups à impact. Le secteur premier, c'est celui dans la French Tech sur Marseille, sur Aix-Marseille-Provence, c'est celui dans la French Tech dans l'ensemble de la France, c'est le domaine environnemental. Vous voyez à droite,
Oui, à droite. Le domaine environnemental, où les femmes ne sont présentes qu'à hauteur de 20%, alors qu'on va les trouver à 48% parmi les fondatrices de start-up à impact dans le domaine de la consommation, 45% dans l'éducation et la culture, 32% dans l'économie circulaire. Donc on voit bien qu'elles sont là aussi hyper spécialisées sur un certain nombre de domaines qui se trouvent être des domaines dans l'ensemble moins représentés. Qui dit domaine moins représenté dit aussi des domaines qui lèvent au global beaucoup moins de fonds. C'est d'ailleurs la question sous-jacente derrière, bien cachée derrière celle de la parité nominale, le fait de compter les femmes et les hommes dans une pièce. Derrière, c'est des questions d'accès au pouvoir, à la capacité d'innover, à la capacité à se financer. Et là, ce qu'on observe, c'est quelque chose là aussi de très net. C'est non seulement ce que vous savez déjà, et ce qu'on répète régulièrement, notamment le 8 mars, à savoir que les femmes lèvent bien moins de fonds que les hommes en moyenne, que les startups qu'elles ont créées lèvent moins de 12% du total de ce qui est levé dans le secteur de la French Tech en France. Mais ce qu'on observe, c'est quelque chose que je dirais plus inquiétant encore, qui est que, alors que leurs concepts font la preuve de leur validité, qu'ils s'inscrivent dans la durée, eh bien on voit que la disproportion de levée de fonds entre elles et les hommes est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'au lieu de se réduire, c'est-à-dire que peu importe que votre start-up fonctionne et qu'elle s'inscrive dans la durée, vous levez de moins en moins par rapport à ce que lèvent les hommes qui ont la même ancienneté pour les start-up qu'ils ont fondées. Et on retrouve encore cette ségrégation horizontale. Indépendamment du fait que les femmes soient bien ou mal ou très mal représentées dans un secteur d'innovation et de création de start-up, elles lèvent moins que les hommes. C'est-à-dire que même là où elles sont peut-être 45 ou 48% des fondatrices, elles lèvent moins que les hommes. Donc il y a une donnée de fond qui s'inscrit vraiment dans la durée et à travers tous ces secteurs-là. Donc ça, c'est, moi je dirais, plus intéressant que la question de la parité stricto sensu, parce que ça nous donne potentiellement davantage de levée d'action. Deuxième pas de côté que je vous invite à faire, c'est l'innovation sociale. Sortons de l'innovation technologique et de la tech, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est peut-être pour nous rassurer, bah oui, mais l'innovation sociale, là, il y a plein de femmes parce que c'est social. Effectivement, il y a plein de femmes, presque 70% du salariat dans l'innovation sociale, dans les scopes, etc., ce sont des femmes. Sauf que ségrégation verticale majeure, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous montez dans la hiérarchie, vous en trouvez de moins en moins, et qu'elles ne sont que 34% des présidentes dans les associations, niveau le plus bas, 25% dans les scopes, 13% des présidentes de bureaux dans les mutuelles de santé, 28% des créatrices de scope et 33% des créatrices d'entreprises sociales. Donc certes, ce sont des chiffres supérieurs à ceux qu'on connaît dans la French Tech, mais ce n'est pas des chiffres qui sont du tout cohérents avec la part qu'elle représente dans le secteur de l'innovation sociale en tant que telle. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un plafond de verre, une division du travail entre secteurs, et moi ça m'amène à un point qui me paraît finalement le plus clé et le plus, j'espère, porteur d'initiative de votre côté. Si on veut bien arrêter de se lamenter tous les 8 mars autour du même sujet, si on veut bien ne pas s'en tenir simplement aux pétitions de principe et aux engagements publics dont on voit qu'ils sont effacés aussi vite qu'ils ont été gagnés, enfin perdus aussi vite qu'ils ont été gagnés, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur l'impact qu'a ou qu'est susceptible d'avoir ce niveau de ségrégation verticale et horizontale très élevé entre les genres dans la tech et l'innovation sur les innovations elles-mêmes. Et là, je suis au regret de vous dire qu'on a des exemples parlants qui soulignent que cet impact existe. Pourquoi cet impact existe ? Parce que le moteur d'une bonne partie de ces inégalités, voire de ces discriminations, alors certes, parfois c'est proactif et délibéré, ça arrive qu'on discrimine telle ou telle catégorie, et en particulier les femmes, dans un programme politique ou dans le fonctionnement d'une organisation, mais plus souvent encore et plus sûrement encore, ce qui se passe, c'est qu'on le fait de manière inconsciente, et qu'on le fait tous et toutes de manière inconsciente, à travers le fonctionnement de ces biais inconscients, qui en fait consistent dans tout un ensemble de situations à prendre nos décisions et à faire nos choix, le choix de qui on va financer, le choix des collaborateurs et collaboratrices avec qui on va fonder une start-up, par exemple, le choix du type d'innovation et du type de public qu'on va viser par cette innovation, et du type d'usagers et d'usagères qu'on envisage,
ou du type d'usage même, on le fait sur la base d'expériences antérieures, sur la base de choses qu'on a appris et sur la base en fait de préjugés. C'est pas très innovant comme démarche, sauf que c'est 85 ou 90% du fonctionnement de la cognition humaine, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ce qui nous permet d'être des homo habilis, d'avoir la capacité à faire plein de choses en même temps et d'inventer plein de trucs, parce que du coup il y a plein de situations où on va très vite dans nos jugements, mais un jugement qui vient avant un jugement informé, ça a un nom, ça s'appelle préjudicare en latin, un préjudice. Et choisir rapidement sans s'informer, c'est discriminer au sens de choisir, c'est aussi discriminer au sens de le faire aux dépens éventuellement d'une catégorie de population. Qu'est-ce que ça alimente, ces biais de genre? Ça alimente un aveuglement. Un aveuglement qui s'appelle l'aveuglement au genre, qui est le fait de ne pas prendre en compte, quand on crée une structure ou quand on pense une innovation, qu'elle soit technologique ou autre, la dimension du sexe ou du genre en ce qu'elle peut être pertinente pour le contenu de cette innovation. C'est-à-dire qu'on ne vise pas bien les besoins, par exemple. Et ça vient de loin. Il y a, la recherche elle-même en est tributaire. Moi, je suis chercheur et je sais, c'est ce que nous dit la Commission européenne, que moins de 2% de l'ensemble des articles scientifiques traitent de ces questions. Alors vous me direz, oui, mais il y a dans les articles scientifiques, ils nous parlent aussi d'astrophysique, ouais, c'est vrai, ils nous parlent du potentiel de rétention de l'électricité des batteries au lithium pour les voitures, ouais, c'est vrai, mais apparemment, ils parlent aussi, les articles scientifiques portent aussi sur la recherche biomédicale, portent aussi sur l'environnement, portent aussi sur les infrastructures, portent aussi sur les transports et la mobilité, portent également sur les sciences humaines et sociales, sur le bien-être mental, sur l'éducation des enfants, etc., sur les usages du digital. Si vous ne prenez pas en compte la dimension du sexe dans certains cas et du genre le plus souvent, vous ratez quand même une bonne partie du paysage. La preuve, c'est qu'on arrive avec des... Là, je fais encore des tartes à la crème, désolé, mais c'est pour que ça imprime. On arrive à des types à des innovations aberrantes, c'est-à-dire des innovations qui ne rendent pas le même service à l'ensemble des populations. Avant ces deux exemples, un exemple plus général. Une des choses qui nous a permis en tant que société d'évoluer beaucoup depuis 50, 70 ans, c'est tous les processus de normalisation, typiquement AFNOR, ISO, etc. Tout ce qui améliore notamment la sécurité des biens, des personnes, des protocoles. Sachez que ce gain de sécurité, de bien-être au travail, il est exclusivement au bénéfice des hommes. Exclusivement. La certification, la normalisation, par exemple des équipements qui nous protègent quand on fait face à une épidémie. Tout ça n'a strictement aucun bénéfice pour les femmes depuis 50 ou 70 ans qu'on fait des normes. Pourquoi ? Parce que le standard, c'est pas elle. C'est aussi simple que ça. Et pour ce qui est de ces exemples-là, on a les accidents de voiture, les accidents cardiaques sont deux des grands sources de décès pour les êtres humains, particuliers dans les sociétés économiquement avancées. Et dans les deux cas, on a un problème épidémiologique et une contradiction. Les femmes, vous le savez, sont beaucoup moins impliquées et causent beaucoup moins d'accidents de la circulation. Quand elles sont victimes d'un accident de la circulation, elles sont beaucoup plus à risque d'en souffrir des blessures graves ou d'en mourir. Même chose pour les accidents cardiaques. Les femmes, historiquement, même si le gap se réduit, c'est un effet collatéral de l'égalité. Elles ont de plus en plus, elles fument de plus en plus, elles boivent de plus en plus, comme les hommes, hélas. Le résultat, elles souffrent davantage d'accidents cardiaques, mais toujours avec une proportion très importante vis-à-vis des hommes. Quand elles souffrent d'un accident cardiaque, elles ont beaucoup plus de risques d'en mourir, bien qu'elles en souffrent bien moins fréquemment. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, les protocoles médicaux, les protocoles d'essais thérapeutiques, les protocoles d'ingénierie et de développement des systèmes de sécurité passive et active, y compris aujourd'hui et surtout l'intelligence artificielle, n'ont pas été du tout développés sur des standards universels ou des standards tenant en compte la question et du sang, du sexe, morphologie, biologie, et du genre. Donc on arrive à ce type d'aberration où vous n'avez pas un bénéfice bien partagé. Question, est-ce que mon data, il est biaisé aussi ? Oui, c'est la réponse et elle est très claire. Le data aussi, il est biaisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui relève des innovations, on va dire, mues par l'intelligence artificielle, par l'usage du big data, est excessivement exposé aux biais de genre et à d'autres types de biais. Exposé tout au fil
du développement d'un algorithme, par exemple, qui va nourrir votre innovation en intelligence artificielle. Que ce soit la manière dont vous allez développer l'algorithme, en éliminant certaines variables, la manière dont vous allez collecter les données. Alors souvent, on ne les collecte pas d'ailleurs. Souvent, le but du big data, c'est d'utiliser des données préexistantes. Voilà. Et du coup, quand on les récupère, on ne s'interroge pas toujours de manière très approfondie sur la qualité de ces données, notamment au regard des biais de genre. La manière dont vous allez labelliser, identifier ces data, ces données, et les usages même technologiques, d'innovation, que vous allez imaginer. Tout ça est susceptible d'être biaisé, c'est-à-dire réduit dans ses possibilités par le fonctionnement de ces biais inconscients. Alors là, c'est autre exemple tarte à la crème qui date un peu, surtout à l'échelle de développement de l'intelligence artificielle, puisque c'est 2018-2019, c'est la préhistoire. On n'a pas beaucoup avancé dans la correction des biais de genre depuis la préhistoire de l'intelligence artificielle. Et en matière de reconnaissance faciale, par exemple, on continue d'avoir des biais très importants. Là, au passage, vous voyez quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est quand le genre croise d'autres facteurs, l'ethnicité, la classe sociale, et que ça se multiplie, ça se cumule. Et ça produit un niveau, en l'occurrence, de déficience de ces applications de reconnaissance faciale qui est particulièrement important, en l'occurrence, pour les sujets femmes à la peau noire. Donc ça, c'est des exemples qu'on connaît, c'est très bien documenté par tout un tas d'études, y compris hyper récentes. Quand on a dit ça, comment on agit ? Eh bien, déjà, on a changé de dimension. On n'est plus en train de compter les femmes et les hommes dans une pièce. On est plus simplement en train de parler parité entre le 1er et le 15 mars de chaque année. On est en train de s'interroger sur la manière dont on a imaginé son innovation, la manière dont on la produit, la manière dont on envisage ces différents usages. Et là, on a plusieurs incitations, plusieurs encouragements qui nous viennent, c'est vrai, Mireille l'a dit, du niveau européen. Depuis le 1er janvier de l'année dernière, toute entité qui souhaite, privée ou publique, qui souhaite accéder à des fonds de recherche et d'innovation européens, doit intégrer par défaut la question non seulement de la parité dans ses équipes, mais surtout la question du genre dans le contenu. Est-ce que vous avez considéré les usages différents, l'épidémiologie différente, les rapports aux risques différents, les comportements cognitifs différents de vos sujets, s'il y a des sujets humains qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre, ou visés en tant qu'usagers et usagères d'une innovation. Ce principe-là, qui concerne du coup des milliards et des milliards de financement de la recherche, il concerne aussi le financement de tout ce qui est fonds de récupération post-Covid, 750 milliards d'euros également. C'est encore plus que les fonds de financement de la recherche en Europe. On a le même principe qui a été mis en œuvre. Vous avez aussi le Conseil de l'innovation européen, celui-là même qui a accordé le titre de e-capital à Aix-Marseille-Provence en 2022 pour l'année 2023, qui a lancé plusieurs initiatives, des prix, des programmes d'accompagnement, etc., pour notamment les femmes dans la tech. Moi, j'aurais tendance à critiquer une chose, c'est que c'est un peu l'enfance de l'art, leur programme, par rapport à ce qui se fait de manière plus générale dans la recherche et l'innovation. Ça fait longtemps qu'on est passé de réparer les femmes, c'est-à-dire se dire « Oh, elles négocient pas leurs salaires, elles sont pas assez offensives quand il s'agit d'aller chercher des financements auprès des business angels, elles se mettent pas assez en avant, elles s'engagent pas sur des secteurs porteurs, elles vont dans des secteurs de niche, etc. etc. » Donc il suffit de les coacher, de les mentorer, ça ira mieux. Ça marche pas. En fait, il faut prendre une vue beaucoup plus holistique sur le problème. C'est ce qu'on a fait dans la recherche scientifique. J'espère que c'est ce qu'on fera prochainement dans l'innovation. C'est ce qu'essaye, effectivement, je retombe sur nos pattes collectives, c'est ce qu'essaye de faire la métropole, à travers notamment l'accompagnement qu'on fournit à un certain nombre de structures telles que celles qui ont été mentionnées. C'est ce qu'elle a fait aussi en valorisant déjà les démarches entreprises pour ce type de capital de l'innovation. Donc en gros, notre démarche, c'est celle-là. C'est un diagnostic, celui qui s'est fait à travers le questionnaire que tu as mentionné, mais aussi celui qui s'est fait à travers un index d'autodiagnostic que vous pouvez utiliser, qui s'appelle l'index Calypso, qui va vous dire où vous en êtes non seulement sur la parité, mais aussi sur les actions de formation, sur la volonté et la capacité d'agir, etc. Ensuite, on a identifié les leviers. Ça passe par des entretiens. On est allé, par exemple, au devant de la French Tech Aix-Marseille-Provence pour
pour réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire et là où se trouvaient les priorités. Donc on a mené une petite analyse et puis on propose d'agir à travers des temps de sensibilisation comme celui-là, à travers des ateliers de co-design pour, par exemple, revoir complètement, j'en ai presque fini, Alexandre, pour revoir complètement une grille comme impact rating qui a été développée par Anima avec l'appui notamment de la métropole et qui consiste à mesurer l'impact d'un porteur ou d'une structure porteuse d'innovation. C'est un outil évidemment à destination de ceux qui les financent. Et bien cet outil-là, on est en train de le hacker pour le rendre beaucoup plus inclusif, en particulier sur la question du genre. Il l'était déjà un peu, il va l'être encore davantage bientôt. Donc c'est comme un patch qu'on appose, donc c'est très concret ce qu'on a pu faire. Et puis on essaye aussi de voir, par exemple avec Pays d'Aix-Développement et Impulse, de revoir un peu les méthodes de sourcing des innovatrices. Parce que souvent, ce qu'on nous a dit pendant ces entretiens, c'est le sentiment d'impuissance que tu évoquais, c'est « mais les femmes, elles ne sont pas là ». Et en fait, nous, ce qu'on lit et ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est « les femmes ne sont pas là parce qu'en fait, vous allez chercher toujours au même endroit. Et comme vous allez toujours chercher au même endroit, vous trouvez le même public. Donc peut-être qu'en ayant une politique de sourcing plus ambitieuse, plus large, plus pluridisciplinaire, un petit peu décalée aussi parfois, vous allez trouver des innovatrices là où elles se trouvent. Et vous allez pouvoir les incuber dans des pépinières, sous réserve que dans ces pépinières-là, où aujourd'hui on trouve 90% de porteurs d'innovation, c'est quand même énorme comme décalage, qu'on ménage une place à la prise en compte et de l'égalité, et peut-être aussi du genre dans les innovations elles-mêmes, en fournissant des formations, en appuyant de manière peut-être plus ciblée les porteuses d'innovation par rapport aux porteurs, notamment pour la question future de leur capacité à accéder au financement. Donc voilà ce qu'on a proposé de faire, ce qu'on est en train de faire. C'est que le début, j'imagine, mais en tout cas, ça répond à cette vue à 360 degrés et une vue beaucoup plus sur le contenu que sur la seule question faciale, très importante, de la parité. Voilà. J'ai une question du coup dans la fabrique de l'innovation et dans le numérique. Dans le numérique, en fait, il y a un présupposé. Alors, je ne sais pas s'il est biaisé, mais j'ai tendance à voir le côté positif des choses. C'est que ça fonctionne en communauté, en fait, en communauté de données. Communauté de données, et ces données correspondent souvent à des personnes, en fait, qui vont, par le service, pousser en activité. Donc ma question, c'est, sans tomber dans le communautarisme, mais en restant dans une version vraiment positive, est-ce que dans la fabrique de l'innovation, vous associez du coup un facteur de la communauté, de créer des communautés? Si vous débiaisez, entre guillemets, c'est un néologisme, les façons de penser en se disant, bah, voilà, j'ai une communauté de femmes ou de nouveaux usagers ou de nouvelles usagères dégenrées, et du coup de créer une innovation à partir de ces communautés-là. Je ne sais pas si je suis clair, mais de fonctionner en communauté. En gros, je pense que j'ai compris. Bon, désolé si c'est un peu brouilleux. Alors, je ne sais pas si je réponds direct ou on en prend deux. On va peut-être prendre une deuxième question et on répondra aussi du coup dans la foulée. Bonjour, merci pour cet ensemble de données qui est très éclairant et dont le constat est très violent aussi. Et ma question c'est, est-ce que, alors je suis enseignante dans l'enseignement supérieur et très concernée par les problématiques d'inégalité, notamment du fait du genre, dans la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et est-ce qu'on a des retours, des données sur les différents programmes mis en œuvre pour sensibiliser les jeunes, et parfois on commence dès la 4e. Quelles sont les conséquences de ces sensibilisations entrepreneuriales dans les collèges, lycées? Est-ce qu'on arrive à déconstruire les biais? Ok, je peux répondre. Ouais. Donc sur la première question, en fait, elle emporte plusieurs votre question, parce que c'est la question de la communauté.
Alors, j'appréhende complètement cette dimension communautaire, en particulier dans la tech, qui est à la fois humaine, voilà, la preuve, le grand bain, quoi, et qui est en même temps la communauté de données, le fait d'accéder à des données partagées, et cette notion-là, etc. Et moi, je pense que ça, c'est des valeurs positives qui peuvent être totalement renforcées et rendues encore plus pertinentes si on s'assure que cette communauté, elle est diverse, elle représente la société, elle représente les besoins qui s'expriment dans la société et elle leur répond avec le même niveau d'attention. C'est pas exactement ce que fait la tech d'une manière générale. On finance des choses qui répondent aux besoins d'un certain nombre versus des besoins peut-être plus urgents encore, donc ou plus nombreux numériquement. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça tendrait à renforcer cette dimension communautaire et collective en étant divers. Deuxième aspect, la deuxième sous-question, c'est la question de la mixité. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des communautés, par exemple, de femmes ou d'autres collectifs qui ne sont pas forcément suffisamment représentés dans la tech pour avancer des innovations particulières? Je pense qu'on peut le faire et je pense que ça existe déjà, y compris sur le territoire de la métropole, mais je pense que ça ne résume pas du tout toute la question. En fait, ce qui est vraiment nécessaire, c'est que tous les acteurs et actrices de la tech et de l'innovation en général s'interrogent sur l'existence potentielle de biais, s'efforcent de les contrôler collectivement en se disant qu'en faisant ça, d'abord, en mettant des lunettes de genre, ça je vous le garantis, vous ne voyez pas que le genre, vous voyez plein d'autres choses, vous voyez tout ce qui ne va pas. Vous voyez toutes les habitudes qu'on a, y compris quand on veut être disruptif. On ne l'est pas tout le temps. D'abord, moi je dirais qu'un secteur qui se veut celui de la disruption et qui reproduit des vieux schèmes patriarcaux ancestraux, il y a quand même un gap à franchir là. Pour être vraiment innovant et disrupteur. Sinon, c'est qu'on est dans la reproduction de l'ancien. Donc, on peut s'interroger collectivement sur ça, contrôler nos biais et avancer et répondre à des besoins. Ce n'est pas forcément des femmes qui vont répondre à des besoins qui concernent davantage les femmes. C'est simplement en regardant ce qui existe de manière latente dans la société. Sur la question du retour sur tout ce qui est sensibilisation, moi, je n'ai pas de retour spécifique. Je ne connais pas de données, j'en ai pas connaissance de données qui concernent ce que vous évoquez en particulier, tout ce qui se fait dans les lycées à partir de la 4e en sensibilisation au biais de genre d'une manière générale ou à l'entrepreneuriat. Par contre, ce que je sais en tant qu'évaluateur de l'action publique pour l'égalité, en tant que scientifique à Sciences Po, mais j'ai été aussi au Haut Conseil à l'égalité comme membre exécutif pendant 6 ans, c'est qu'on a plein de données sur ça, plein de retours. Et on sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Notamment les lamentations du 8 mars, ça ne marche pas tellement. Il faut que ça soit beaucoup plus transversal et que quand on touche au cœur de métier des gens, qu'est-ce que c'est pour vous d'être un innovateur ou une innovatrice? Qu'est-ce que c'est peut-être de le faire de manière moins biaisée? Eh ben, on avance davantage. Et juste un exemple, là on est en train de développer à Sciences Po une méthodologie à partir de board game. Plutôt que d'emmerder les gens avec des sensibilisations soporifiques, on les fait jouer à des trucs, on les fait rejouer ensuite et on voit ce qui a changé en termes de sensibilisation au biais de genre et au biais en matière de diversité. C'est assez efficace, apparemment. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question éventuellement au niveau du public? Oui. Merci pour la présentation. Moi, c'est plus à destination de la métropole. On a parlé, le thème c'était la parité et d'inclure les besoins de tous dans les politiques publiques. Et dans l'exemple que vous donnez, c'est plutôt une politique spécifique pour une population et pas une politique universelle. Alors moi, je pense au bâtiment. Historiquement, on faisait des logements accessibles pour certaines personnes et pas les autres. Aujourd'hui, on fait universellement des logements accessibles. Est-ce qu'il y a un exemple de politique où c'est plus de prendre le besoin de femmes, d'handicapés et de le rendre disponible à tout le monde plutôt qu'un bus pour les femmes? Voilà. Oui. Alors, je me suis très mal exprimée, à vrai dire, parce qu'en fait, ce que je découvre en conduisant des projets avec des chercheurs, avec les collègues, c'est qu'en s'intéressant aux femmes, on s'intéresse à tout le monde, et pas seulement selon la caricature d'un homme blanc de 40 ans qui va très bien, qui fait du vélo. Et donc, quand j'ai pris l'exemple, c'est là où j'ai pas dû être claire, de l'arrêt à la demande, les chauffeurs d'autobus s'arrêtent dès qu'il y a une demande et pas uniquement exprimée par les femmes.
C'est-à-dire si c'est un enfant, si c'est une personne adulte, une personne âgée, une personne handicapée. Et les collègues qui travaillent sur le handicap et l'accessibilité pour les personnes handicapées, et je pense bien sûr aux personnes à motricité réduite, ils sont très contents de l'engouement qu'on a soulevé à travers les femmes. Ils se sont enfilés derrière. Voilà. Et donc, c'est ce que disait aussi Maxime, à partir du moment où on met les lunettes du genre, on voit plein de choses différentes. C'est extrêmement intéressant. Et du coup, on est obligé de faire un effort parce que c'est vraiment du conditionnement. Voilà. Et donc, la sensibilisation, elle est absolument indispensable. Il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Il faut trouver des actions, en tout cas sur l'action publique. Il faut trouver des actions pour engager les collègues, pour enrichir les projets, pour que cette population soit totalement concernée dans le cadre de ses usages et de ses besoins. Alors, dire que vraiment la notion de genre, elle sert à ça aussi. En fait, il n'y a pas qu'un genre, hein. Il y en a plusieurs. Alors, au moins 2 pour la connaissance générale, mais davantage, ce qui fait qu'en fait, on implique plein de gens. Et qu'on s'interroge aussi au positionnement des gens. Quand on l'a fait sur l'espace public, sur le territoire de la métropole, on a invité des personnes extrêmement diverses à participer à des activités de co-design pour imaginer un environnement public plus inclusif. Merci. Je crois qu'on a entendu le gong sonner déjà 2 fois, donc on va malheureusement s'en arrêter là. Je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos intervenants. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir participé et d'avoir écouté cette masterclass. Je voudrais prendre encore une dernière minute pour 2 points. Tout d'abord, vous avez compris que sous l'impulsion de la métropole et avec l'animation apportée par Mireille, cette question du genre dans l'innovation, c'est quelque chose qu'on porte sur une dynamique de long terme. Donc vraiment, si vous avez des questions, si vous avez des idées, des projets, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter et à nous en parler. L'autre point, c'est juste quelques éléments d'agenda, parce qu'on est aujourd'hui au Grand Bain de la French Tech, donc j'imagine qu'on a aussi des startups ici dans la salle, et puis des gens qui s'intéressent en tout cas à l'actualité des startups. Donc quelques événements que nous portons au niveau de la métropole sur l'innovation qui peuvent vous intéresser. Le 17 octobre prochain, on a une réunion du Club Innov Provence qui sera consacrée au financement européen dans l'innovation technologique et de rupture, avec une intervention du directeur du Conseil européen de l'innovation et des interventions aussi d'experts du point de contact national sur l'EIC de la région de Rising Sud pour justement vous aider et aider notamment les entreprises innovantes à porter vos projets au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est un premier événement et un premier rendez-vous clé sur lequel on vous attend nombreux et nombreux. Novembre aussi sera assez dense en termes d'événements. Il faut prévoir le 9 novembre un meet-up, donc une rencontre Startup Grande Compte consacrée au tourisme. Et puis sur la fin du mois, au 29 novembre, à l'occasion du Salon Cyclo, un meet-up, donc là encore une rencontre Startup Grand Compte, consacrée à la thématique de l'eau. Et je salue mon collègue Stéphane Grimaud, qui est au premier rang, et qui animera et qui anime ces rencontres. Dernier point aussi, fin novembre, vous le savez, on aura un grand temps fort avec donc la remise du prix e-Capital, donc voilà, la remise du prix à la ville européenne qui prendra le flambeau auprès d'Aix-Marseille en tant que capitale européenne de l'innovation pour 2024. Donc ce sera aussi un événement très important en présence de la commissaire européenne à l'innovation et qui sera suivi le lendemain de Merging Valley. Donc là aussi, on vous attend évidemment au rendez-vous pour construire des ponts entre notre écosystème startup et l'Afrique. Je vous remercie.